Radio 2M. Faites entrer l'invité. Avec Fathi El Aouni. Bonjour, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de Faites entrer l'invité. La Libye, de nouveau dans l'actualité, comme vous avez pu le suivre dans nos précédentes éditions, avec une candidature aux élections présidentielles qui en a surpris plus d'un, celle du fils aîné de Moammar Kadhafi, Saif al-Islam, qui pourtant est recherché pour crimes contre l'humanité. Les images ont été reprises à travers le monde entier. Un pays à feu et à sang. Un journaliste, grand reporter, suit la situation libyenne depuis plusieurs années. En 2011, lors de la chute de Kadhafi, il était dans le pays et a vécu le drame humain qui s'en est suivi, qui aurait fait, puisque les chiffres sont difficiles à vérifier, plus de 15 000 morts et 470 000 réfugiés. Son nom, Kamel Redouani. Il a réalisé un documentaire où pour la première fois, on découvre toute la complexité libyenne, les pays impliqués, le double langage de certains États. Un documentaire diffusé hier soir sur la chaîne française France 5, La Libye, la disparition d'un État. Kamel Redouani est mon invité aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je le disais, Merci ce documentaire était frappant pour la simple et bonne raison qu'il est aujourd'hui très compliqué, très difficile de comprendre ce qui se passe dans ce pays. À vous, il vous aura fallu plus de 6 mois pour le réaliser. Ma première question, se rendre aujourd'hui en Libye est des plus difficiles, non sans risque. La situation reste totalement explosive. Comment vous avez fait pour filmer ? Effectivement, la situation en Libye est très difficile pour les Libyens d'abord et pour les réalisateurs, journalistes qui s'y rendent, tout simplement parce que la Libye est divisée, parce que pour se déplacer d'une zone à une autre, il est très difficile finalement parce que chaque zone est tenue par des groupes armés au fait qui dirigent les régions. Donc il faut avoir les bonnes connaissances, il faut connaître les chefs des régions pour pouvoir circuler, demander leur autorisation, qu'ils l'acceptent, et en plus il faut avoir des liens sur place qui vous aident pour travailler et pour éviter d'être kidnappé, d'être maltraité, c'est-à-dire tout simplement de l'intimidation. On peut vous enfermer pendant une journée, simplement pour vous signifier que vous n'êtes pas le bienvenu, que vous avez mieux à faire, retourner plutôt dans votre pays. Et en plus de ça, quand on est comme moi, c'est-à-dire franco-marocain, mais c'est surtout le côté français qui pose problème, c'est-à-dire quand on est en Libye et qu'on a cette étiquette de français, donc finalement la France est très mal vue parce que elle est perçue comme un pays qui joue un jeu trouble. Elle soutient d'un côté Haftar et en même temps elle reconnaît le gouvernement de l'Ouest, celui de Tripoli, reconnu par l'ONU, et donc un réalisateur, un grand reporter n'est pas forcément le bienvenu dans le pays. Dans votre documentaire, Kamal, on découvre l'ampleur du désastre, comment le maréchal Haftar a tenté de devenir le nouvel homme fort de la Libye, mais pas seul. De nombreux États sont impliqués, les Russes notamment, avec des mercenaires de la société Wagner. Est-ce que juste, s'il vous plaît, vous pourriez nous dire qui sont-ils ? Alors, c'est quoi cette société ? Wagner, c'est une société de militaires privés, tout simplement. C'est-à-dire quand un État n'a pas envie de se salir les mains, qu'est-ce qu'il fait ? Il crée ou il soutient des milices, une milice privée qui elle va faire le sale boulot à sa place, et comme ça il sera jamais montré du doigt. Donc Wagner, ce sont des ex-militaires à la fois russes, tchétchènes, ukrainiens, etc., qui sont réunis sous le drapeau d'une société privée, mais cette société privée, elle est dirigée par un homme qui est très proche de Poutine, et donc et c'est une société privée russe finalement. Donc, qui dépend de la Russie, clairement. Ah, complètement. On peut dire les choses très clairement. Bien sûr, elle est Poutine dans le film. Il dit qu'il n'a aucun lien en fait avec cette société privée, mais celui qui dirige cette société privée est un homme. D'ailleurs on l'appelle le cuisinier de Poutine, parce que c'est un homme d'affaires qui est très 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 proche de Poutine. Bien sûr, c'est une société privée russe et qui défend les intérêts russes, mais en même temps elle est libre, au fait, comme elle ne suit
aucune règle. Au fait, c'est des mercenaires sanguinaires, donc ils se permettent tout quand ils sont quelque part, et ils profitent de la richesse des pays. Ils kidnappent les gens, ils les torturent, ils se permettent réellement tout quand ils sont installés quelque part. Et en toute impunité. Exactement. Par qui sont-ils payés? Alors, c'est très difficile pour répondre à une question comme celle-ci. D'abord, ils sont payés, ils s'auto-payent. Ils profitent Voilà. de la richesse du pays. Donc, Voilà. ils s'installent en général autour des sites pétroliers, ou en Afrique noire, ils s'installent là où il y a des mines, etc. Donc, ils profitent de la richesse du pays. Ils spolient la population locale. Et d'eux, ils sont soutenus, mais officieusement, par la Russie. Donc finalement, ils ont un double salaire, c'est-à-dire un salaire officiel qui est celui de la société privée qui, elle, est soutenue par un État, la Russie, et de l'autre côté, ils profitent de la richesse du pays où ils s'installent. Donc, notamment, par exemple, en Libye, ils profitent du pétrole, ils profitent des mines, ils profitent aussi de la richesse simplement des locaux. C'est-à-dire, quand ils s'installent dans un village ou dans une ville, ils vont spolier la richesse des habitants. Ce qui est frappant dans ce que vous racontez, c'est qu'en réalité, les Russes ne sont pas seuls. Le pays, la Libye, est à la merci d'autres États, l'implication également de l'Égypte, de l'Arabie saoudite, de la Turquie et du Soudan. Et il y a l'interview d'ailleurs bouleversante d'un homme, un Soudanais, à qui on n'avait rien dit, que vous avez rencontré, envoyé par son pays en Libye, et qui se retrouve sur le front. Allô ? Oui, tout à fait. Alors, j'avais l'impression que vous alliez passer un extrait, mais effectivement, si vous voulez, les Soudanais ont été, il y a des jeunes Soudanais qui ont été embauchés, tout simplement par une entreprise qui les a embauchés pour travailler aux Émirats, pour travailler dans la sécurité aux Émirats. Arrivés aux Émirats, en fait, ils ont été formés aux armes et mis dans un avion sans qu'ils le sachent, au fait, sans qu'ils sachent la direction qu'ils vont prendre. Ils se sont retrouvés armes à la main en Libye en tant que mercenaires. C'est incroyable, c'est de l'esclavage moderne, c'est-à-dire on a embauché des gens au Soudan, à Khartoum, et ils se sont retrouvés quelques mois après, c'est-à-dire ils ont quand même passé, je crois, 4 mois de formation militaire aux Émirats, et se sont retrouvés armes à la main en Libye, et à devoir combattre, au fait, ou mourir, parce que dans tous les cas, ils n'avaient plus le choix. Ils n'ont ni le moyen de revenir, ni celui de s'enfuir, et l'interlocuteur, en fait, le témoin soudanais que j'ai rencontré à Khartoum raconte très bien ça. Il a eu la chance de pouvoir finalement sortir de cet enfer et de revenir chez lui. Beaucoup sont morts en Libye, d'autres sont en prison aujourd'hui à Tripoli. Ils sont perdus. Et donc en gros, c'est incroyable le nombre de pays. Chaque pays, au fait, s'investit. Au fait, il y a une ingérence incroyable et chaque pays l'a fait à sa manière. Il y en a qui fournissent des armes, il y en a qui fournissent des hommes, il y en a qui fournissent de l'argent, tout simplement pour des futurs candidats libyens, et tout ça pour les intérêts, chacun défend ses intérêts. Kamel Elvani, le Conseil de sécurité avait imposé un embargo sur les armes, mais tout circule comme dans une passoire, des armes, des chars, des drones, ils rentrent comment ? C'est incroyable parce que les armes qui existent aujourd'hui en Libye sont des armes de dernière génération, sont des armes qui coûtent une fortune, sont des armes qu'on peut pas faire rentrer comme ça tout simplement dans un pays. Et effectivement, la Libye, les frontières libyennes sont ouvertes à qui veut. Le responsable des renseignements militaires de l'Ouest le dit lui-même. Il parle carrément. En Libye, on peut faire rentrer même une bombe atomique. Donc, en gros, la Libye aujourd'hui est ouverte à tout. Et comment ils rentrent ces armes ? Ils rentrent par des cargos, par bateau, ou simplement par voie
terrestre en passant par l'Égypte. Tout dépend en fait de quelle direction ils prennent. Est-ce qu'ils prennent la direction de Tripoli ou la direction de l'Est dans ce pays. Et quand on se déplace dans le pays, hein, moi ce que j'ai vu les armes changer en cours du temps. C'est-à-dire entre 2011 et 2013, 2014, les armes qui étaient utilisées, ce sont les armes de Kadhafi. Celles que Kadhafi avait achetées à l'époque et qu'il a laissées derrière lui. Et il a laissé énormément d'armes. Sauf que ces armes ont complètement changé de look, c'est-à-dire elles sont devenues hyper modernes, hyper technologiques, et en l'espace de quelques années, la Libye est devenue, au fait, un marché, un marché pour les marchands d'armes, un marché assez ouvert. Et une plaque tournante, en fait, et voilà, le contournement de l'embargo, finalement, est assez simple en Libye. Vendredi dernier ont eu lieu de nouvelles négociations. Cette fois-ci, c'était en France. Et sur ce volet des négociations, justement, le politologue Hassan Salamé, ancien envoyé spécial de l'ONU pour la Libye que vous avez rencontré, ne cache pas sa déception. Il a essayé de négocier la paix, mais les dés pour lui étaient pipés, trop d'ingérence. Exactement, il a même jeté l'éponge, c'est-à-dire il n'en pouvait plus. Hassan Salamé a fait un travail extraordinaire, il a très bien compris les Libyens, il a très bien compris qu'il fallait les réunir autour d'une table qu'ils puissent discuter. Mais ce qui s'est passé, c'est que les pays occidentaux, comme les pays du Moyen-Orient, n'avaient pas spécialement envie que cette paix arrive, parce que chacun avait peur de perdre un petit peu les intérêts qu'il a, et des intérêts qui s'élèvent à des milliards de dollars, qu'il perde ses intérêts en Libye. Et donc finalement, il réunissait les hommes, les chefs d'État, qui signaient des traités officiellement et à peine sortis finalement de ces réunions, de ces colloques, qu'est-ce qu'ils font ? Ils livrent des armes, en fait ils contournent l'embargo, ils influent d'un côté comme de l'autre, chacun défendant ses intérêts. Donc Hassan Salamé a fini par réellement jeter l'éponge. Il était dégoûté réellement de ce qui se passait, de ce qui se déroulait, et malheureusement ça montre finalement que l'ONU malgré tout manque, il le dit lui-même d'ailleurs dans le film, c'est un manque de moyens. Ils n'ont pas d'enquêteurs, ils n'ont pas de moyens finalement pour défendre les traités qu'ils font signer aux États. Finalement, en 2015, les négociations de Srerat ont peut-être été le seul rendez-vous qui n'était pas une conférence internationale, mais un dialogue inter-libyen sans autre supervision que celle des Nations Unies, puisque vous parlez des négociations avec l'ONU, puisque on se souvient, les accords de Srerat, c'était en décembre 2015, avait permis la création du gouvernement d'entente nationale, lequel était censé organiser des élections pour doter la Libye d'un pouvoir qui unifiera le pays. Et finalement, quand il n'y avait aucune ingérence, c'était plus simple qu'ils négocient entre eux. Bien sûr, parce que les Libyens finalement ils ont une tradition tribale, donc ils se mettent toujours autour d'une table avec un café, ils passent beaucoup de temps à discuter, et ils peuvent arriver à se serrer la main entre eux. Le problème, cette rencontre finalement de Srerat aurait pu être un tournant vers la paix si elle avait réellement abouti, et s'il n'y avait pas cette ingérence derrière étrangère qui s'est installée. Donc le fait que les Libyens ne sont pas arrivés à se serrer la main, à réellement prendre la direction de la paix, ça a ouvert la porte à l'ingérence internationale. Et c'était un vrai tournant. 2015 était un vrai tournant parce que à l'époque, il n'y avait pas une ingérence vraiment très très puissante et très profonde, au fait, celle des Émirats, de l'Égypte, du Qatar, de l'Arabie Saoudite, de la Turquie, de la Russie, etc. Wagner n'était pas les mercenaires Wagner russes n'étaient pas encore en Libye à l'époque. Donc c'était une occasion, c'était une très belle occasion qui malheureusement n'a pas marché. Ce week-end, le président français, puisque vous parlez de la Turquie et de cette gérance de certains États, le président français Emmanuel Macron a lancé un appel à l'encontre de la Turquie et de la Russie de retirer sans délai leurs mercenaires. Rien qu'aux mercenaires, ça fait peur déjà. Mais la Russie, elle, si elle n'a pas répondu, la Turquie, elle,
affirme que ces forces sont un gage de stabilité dans le pays. Vous en pensez quoi? En fait, la Turquie, elle a fait quelque chose euh, d'assez pragmatique finalement, parce que avant d'envoyer des mercenaires, enfin c'est des mercenaires syriens qu'elle a envoyés là-bas, ou des militaires turcs, elle a signé un contrat, un traité avec le gouvernement en place, le gouvernement de l'Ouest. Donc pour la Turquie, elle n'a pas envoyé des mercenaires. Pour la Turquie, c'est quelque chose de légal puisque ça a été fait légalement et ouvertement vis-à-vis du monde. De l'autre côté, les mercenaires de Wagner sont arrivés comme par magie, se sont retrouvés en Libye sans aucune demande officielle. Voilà, c'est Haftar qui leur a ouvert la porte. Mais les deux, au final, sont dans l'illégalité. Hassan Salamé, dans le film, l'explique, tout simplement parce que le gouvernement de Tripoli n'avait pas le droit de signer un tel traité avec la Turquie. Mais la Turquie sort gagnante de cette histoire parce que contre des armes et contre des hommes et contre un entraînement militaire au fait des Libyens de l'Ouest, elle a droit aujourd'hui à effectuer des forages au fait de gaz en mer Méditerranée, ce qu'elle voulait, tout simplement. Et je ne pense pas, honnêtement, je ne pense pas que les Turcs vont partir de la Libye. Aujourd'hui, ce sont les gagnants de cette guerre. Je ne pense pas non plus que Wagner vont rebrousser chemin du jour au lendemain. Ils seront toujours là, même si Haftar dernièrement a annoncé qu'il y aurait 300 mercenaires qui vont quitter la Libye. Oui. Mais je pense qu'il parlait simplement, au fait, sûrement des Soudanais ou des Tchétniens, etc., mais pas de Wagner, parce que je ne pense pas qu'il ait une autorité sur eux aujourd'hui. En clair, dans ce que vous nous dites, Kamal, c'est un pays et une population prise en otage pour les intérêts d'autres pays. Exactement. C'est un pays riche. C'est dit par un jeune Libyen dans le film. C'est un pays très riche où il y a du pétrole, il y a des mines d'or, etc. Et c'est un pays au fait qui attise vraiment toutes les convoitises des pays occidentaux ou d'autres pays, enfin, peu importe, mais en tout cas ça attire toutes les attentions. Exactement, tout et à fait. Et la situation de la population, tout le monde s'en fiche en fait. Et les grands perdants de cette histoire, effectivement, ce sont les Libyens eux-mêmes. C'est toujours le cas dans toutes les guerres, malheureusement, mais ce sont les civils, ce sont les Libyens qui souffrent depuis 2011, alors qu'ils rêvaient de démocratie, de liberté. Aujourd'hui, ils se retrouvent finalement à vivre dans le chaos. Il faut savoir, si on parle d'une manière concrète, une famille aujourd'hui a à peine 1 heure d'électricité ou 2, sachant qu'en Libye, parfois, il fait 45-50 degrés. Vous imaginez, sans climatisation, sans rien du tout. Il y a des régions où il n'y a pas d'eau. Tout simplement, en fait, le service public n'existe pas, il n'y a pas de transport en commun, et c'est ça la Libye. C'est ça la Libye de 6 millions d'habitants qui finalement est le 4e producteur de pétrole en Afrique. Donc c'est un pays qui n'a pas d'électricité ou simplement 1 heure par jour, qui n'a pas d'eau, etc. Donc malheureusement, ce sont effectivement les Libyens qui souffrent aujourd'hui et qui meurent aussi, parce que si on regarde bien l'histoire de la Libye depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a eu élection, où on est en train de discuter d'une élection, il y a eu une guerre. Donc, parce que les tensions sont énormes et parce que personne n'a envie de perdre finalement le pouvoir qu'il a. Et donc, les influences étrangères en fait, influent sur aussi des personnalités politiques, financent des personnalités politiques. Et les personnalités politiques, qu'est-ce qu'ils font? Au fait, ils ont eux-mêmes des unités armées, au fait, qu'ils lancent dans la guerre, dans un conflit. Je ne pense pas qu'il y aura un conflit comme celui qu'on a vécu là entre 2019 et 2020, un conflit aussi grand, aussi puissant, mais ce que je pense, c'est que c'est une évidence, la tension est au maximum à l'approche d'une élection. Justement, on va parler de ces élections. Vous avez été étonné de la candidature du fils aîné de Kadhafi pour ces élections qui doivent se tenir, on le rappelle, ce sera le 24 décembre prochain. Très peu d'inscrits d'ailleurs, à peine 40% sur c'est à peu près un peu plus de 6 millions, 7 millions. Alors, non, je n'ai pas été étonné. Je pense que si on demande à des Libyens aujourd'hui, eux non plus ne sont pas étonnés. Mais par contre, pour les Libyens,
pas quelque chose de très important. Effectivement, le fils de Kadhafi, il a un nom, c'est celui de son père. Donc, il a encore des régions, des régions qui sont pro-Kadhafi, qui sont réellement pro-Kadhafi, des régions où il y a encore le drapeau, l'ancien drapeau libyen, des régions où il y a encore la photo de Kadhafi qui est sur la place publique. Mais par contre, c'est vraiment minime. Donc, il est minoritaire. Là, c'est vraiment de la communication. C'est vraiment une position, pour moi, qui est un peu superficielle. Je ne pense pas qu'il a une chance de diriger le pays parce que autant de morts, autant de combats, autant de choses, et de revenir à Kadhafi, revenir, même le nom pose problème. Donc voilà, la population aujourd'hui, elle a envie qu'il y ait la paix. Elle a envie qu'il y ait des hommes forts qui puissent diriger ce pays, qui puissent avoir une vision pour la Libye de demain. Et surtout, elle est fière, donc elle n'a pas envie encore qu'il y ait de l'ingérence étrangère ou un retour en arrière, comme si rien n'a été fait pendant 10 ans. Je profite de l'occasion de vous avoir pour parler également d'un autre enfer libyen, celui de milliers de migrants qui transitent par la Libye pour tenter de rejoindre les côtes européennes. Certains sont traités comme des esclaves lors de vos déplacements en Libye. Est-ce que vous en avez croisé et qui sont ceux qui sont impliqués dans ce trafic d'êtres humains, cet esclavagisme des temps modernes, mais même pas, je ne sais même pas comment, on a tellement vu de reportages, on entend de plus en plus de témoignages. Qui sont-ils ? Alors, les migrants, il suffit réellement d'atterrir en Libye pour les voir. Ils sont visibles. Ils sont dans chaque coin de rue. Souvent, ils sont en grappe, dans des ronds-points en train d'attendre du travail. Ça, je parle quand on est dans les grandes villes. Alors, quand on sort des grandes villes, les migrants, c'est des fantômes. On les voit, mais c'est réellement des fantômes. C'est des gens qui n'ont plus rien, qui ont traversé le désert, qui n'ont plus d'argent, qui ont été spoliés sur la route, à qui on a pris tout ce qu'ils avaient de valeur, et ils sont obligés finalement de travailler. Alors s'ils tombent entre les mains de personnes respectueuses, un minima, ils peuvent gagner un tout petit peu d'argent et essayer d'économiser pour pouvoir avancer dans leur trajet. Par contre, bien sûr, malheureusement, l'humanité est comme ça. Il y a une partie de la population qui profite du désarroi de ces jeunes et qui les exploite, quitte même à aller jusqu'à la torture, jusqu'à les enfermer pour faire appel à leur famille et pour qu'ils les libèrent, ils renvoient de l'argent, une rançon. Donc malheureusement c'est comme ça. Mais la main-d'œuvre aujourd'hui en Libye, ceux qui travaillent en Libye, ceux qu'on croise dans un café, dans un restaurant, dans la rue, en train de balayer tout ça, la main-d'œuvre libyenne, c'est une main-d'œuvre étrangère qui vient de l'étranger. Ce sont la plupart ces jeunes qui veulent partir en Europe et qui se retrouvent coincés, et en plus coincés dans un pays chaotique. Donc c'est l'horreur totale, c'est malheureusement comme ça, et c'est les oubliés de cette histoire, parce que finalement, c'est les derniers auxquels on pense, tout simplement parce que franchement c'est des fantômes dans la rue, et c'est hyper touchant, hyper blessant de les voir et de voir l'humanité dans ces conditions-là, vivre dans ces conditions-là. Kamal, le tableau est des plus noirs. Est-ce que vous restez optimiste ? Parce que vous avez rencontré de nombreux jeunes qui disent qu'ils ne quitteront pour rien au monde leur pays, que c'est leur terre. Et c'est vrai, quand on les entend, on a envie d'y croire, mais c'est tellement dur. Parce qu'on ne voit pas d'issue. Vous y croyez ?
J'y crois tout simplement parce qu'il y a cette jeunesse, parce que la Libye est jeune, parce que 60 à 70% des Libyens sont jeunes. J'y crois parce que depuis des années, cette jeunesse, finalement, on en a marre. C'est-à-dire, on leur a mis des armes dans la main pour qu'ils fassent la guerre, entre une guerre fratricide. Aujourd'hui, ils en ont marre, ils ont envie de s'unir. Et donc, il y a des groupes de jeunes, en fait, qui aujourd'hui commencent à se retrouver au risque de rendre les plus âgés furieux contre eux, mais en tout cas, ils essaient de réunir un petit peu l'Est et l'Ouest, la jeunesse de l'Est et l'Ouest, et un des personnages du film raconte cet espoir, cette envie, et il dit, mais moi, j'aimerais arriver à ce rêve, c'est-à-dire que la Libye vive en paix, sinon je meurs, peu importe, mais il faudrait que j'arrive à ce rêve. Et c'est ça, c'est cette détermination, finalement, de la jeunesse libyenne, c'est celle-là auquel je crois, et c'est celle-là qui me rend optimiste par rapport à ce pays. La Libye, la disparition d'un État, si vous n'avez pas vu ce documentaire, où est-ce qu'on peut le revoir d'ailleurs ? Il est en replay sur France 5, j'espère que le lien fonctionne au Maroc, enfin je crois, donc... J'ai pas essayé, mais je vous dirai. Mais vraiment, si vous ne l'avez pas vu et que vous ne comprenez rien à la situation dans ce pays, vraiment, ça donne un autre aperçu de ce que l'on entend habituellement et surtout, en fait, sur pourquoi les dés sont pipés d'avance, pourquoi cette population est à terre, est à genoux, pourquoi elle souffre autant et l'implication de nombreux États. En tout cas, moi, je vous remercie parce que ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses sur lesquelles on n'a pas spécialement les informations. Merci à vous de m'avoir invité. À bientôt, Kamel Redouani. Vous serez bientôt au Maroc, je crois. Tout à fait. Je vous préviens, la prochaine fois, je sais que vous allez faire un aller-retour très rapide, mais j'espère vraiment qu'on pourra vous avoir sur l'un de nos plateaux quand vous aurez un petit peu plus de temps et que vous serez au passage au Maroc. Je vous rappelle le titre de ce documentaire à voir absolument, La Libye, la disparition d'un État, donc en replay sur la chaîne française France 5 pour le moment et peut-être ailleurs, on l'espère. Voilà, du journaliste et grand reporter Kamel Redouani. À bientôt. Vivre avec vous.